Merci beaucoup de me permettre de faire ce retour de l'H 2024. Effectivement, on va aborder trois thématiques ensemble. La première, ça va être celle des déficits immunitaires héréditaires. Je vais vous présenter deux travaux, un premier sur un essai thérapeutique et le second sur un travail plus fondamental en immunologie. Donc le premier, c'est l'étude thérapeutique qui s'intéressait à une pathologie rare, mais qui est fréquente parmi les déficits immunitaires, notamment combinés sévères. Le déficit immunitaire combiné sévère par déficit enzymatique en ADA, en enzyme ADA, qui est impliqué dans le métabolisme des purines. Et quand vous avez un déficit complet en ADA, vous accumulez des métabolites toxiques dérivés du métabolisme des purines et qui sont toxiques surtout pour les lymphocytes. Et vous avez une lymphodéplétion complète sur les différentes lignées lymphocytaires et c'est 100% de mortalité à 2 ans sans traitement. Heureusement, aujourd'hui, il existe des stratégies thérapeutiques. Il y a deux stratégies qui existent. Une stratégie substitutive où on va supplémenter ces jeunes patients par l'enzyme déficitaire et une autre stratégie curative qui va recourir soit à l'allogreffe, soit à la thérapie génique. Donc c'est ce premier travail que je vous présente, qui est un travail collaboratif entre une équipe américaine et une équipe anglaise. Et donc il a utilisé un vecteur lentiviral qui contenait le gène codant pour l'ADA humaine sous la dépendance d'un promoteur d'expression ubiquitaire. Et donc ils ont pris des cellules souches hématopoïétiques issues de ces patients déficitaires qu'ils ont infectées avec ce vecteur lentiviral et ensuite ils ont réinjecté les cellules souches après un conditionnement par agent alkylant. Donc c'était sur deux sites, un site anglais, un site américain. Je vais passer rapidement sur le design, mais au total, ils ont inclus 62 malades avec au moins 50 suivis. Les caractéristiques de la population, globalement, elles sont comparables entre les deux sites d'inclusion. Il y a quand même une différence notable, c'est que dans la cohorte américaine, le dépistage systématique à la naissance permettait de faire le diagnostic chez 70% des malades, alors que le diagnostic dans la cohorte anglaise était fait peut-être un peu plus tardivement sur l'absence de dépistage systématique et fait sur des diagnostics de complications infectieuses. La plupart des patients avaient reçu au préalable la stratégie substitutive par supplémentation enzymatique. Donc voilà les principaux résultats d'efficacité avec des courbes de survie qui sont assez satisfaisantes. En tout cas, en médecine adulte, on voit rarement ça. Vous avez à gauche la courbe de survie globale qui est de 100% à 11 ans et à droite la courbe de survie sans événements, sachant que les événements étaient définis par la nécessité du recours à nouveau à la stratégie substitutive par enzymothérapie ou à l'allogreffe. Et donc sur la survie sans événements, vous aviez 95% de survie sans événement à 11 ans et les principaux échecs étaient assez précoces dans les 6 premiers mois. Sur des données biologiques, le fait de faire cette thérapie génique permettait quand même de restaurer une immunité. Déjà, le vecteur lentiviral était bien incorporé dans le génome de ces cellules souches hématopoïétiques et on le retrouvait ensuite dans les granuleux et dans les PBMC. Vous aviez une activité enzymatique qui était restaurée et vous n'aviez plus de métabolites toxiques détectés dans le sang de ces malades-là. Restauration immunitaire sur les différentes lignées lymphocytaires, T, B. L'intégralité des patients ont pu arrêter la supplémentation en immunoglobuline intraveineuse et ils avaient des taux d'immunoglobuline, IgG, IgA, IgM, qui se maintenaient au cours du temps. Ça, c'est assez important. Il y a évidemment une préoccupation sur le risque leucémogène de ces thérapies géniques. Aucune leucémie n'a été observée au cours du suivi de ces malades sur les 11 années de suivi. Et là, vous avez les sites d'insertion du génome lentiviral. À chaque couleur correspond un site en particulier. Donc, vous n'aviez pas de site privilégié, préférentiel de ce vecteur lentiviral, ce qui sous-tendrait un risque leucémogène assez faible. Mais je répète, aucune leucémie n'a été observée au cours du suivi de ces malades. Donc des données d'efficacité et de sécurité qui sont assez satisfaisantes par rapport à cette thérapeutique pour une pathologie qui est sévère. La question qui va rester en suspens, c'est celle du positionnement de cette thérapeutique par rapport aux thérapeutiques déjà existantes et la disponibilité de ce vecteur antiviral pour pouvoir traiter ces malades. J'en ai fini avec ce premier travail. Je vais vous présenter un second travail plus fondamental en immunologie qui s'intéressait à l'étude de variants d'un gène qui code pour une protéine que vous connaissez peut-être, la protéine TACI. Et ces variants étaient identifiés chez des patients qui avaient des lymphoproliférations EBV. C'est une équipe chinoise qui a fait cette observation clinique. 6 patients qui
tous avaient des lymphoproliférations EBV assez variées, que ce soit des lymphoproliférations B, mais également des lymphoproliférations TNK avec 2 cas de CAEBV notamment. Et ces 6 patients avaient donc une mutation de ce gène, TNF-RSF13B, qui code pour la protéine TACI. Et ce qui est notable, c'est que chez 5 de ces 6 malades ayant cette mutation, chez 5 patients, la mutation était située au niveau du même exon, au niveau de l'exon 2. Quand vous regardez plus précisément les mutations qui ont été trouvées chez ces malades-là et que vous les comparez à des données de génomique populationnelle chez des patients sains, c'est des mutations qui sont très rarement trouvées chez les gens sains, chez les contrôles sains, ce qui ne prouve évidemment pas la pathogénicité de ces mutations, mais qui sous-tendrait en tout cas leur caractère pathologique. Donc la première chose qu'ont fait ces auteurs, c'est d'essayer d'identifier déjà quel serait le meilleur modèle cellulaire pour pouvoir étudier l'effet de cette mutation. Et donc ils ont regardé déjà l'expression de la protéine TACI dans les différentes lignées lymphocytaires. Comme vous pouvez le voir en cytométrie de flux, finalement les lymphocytes B, TNK expriment faiblement ou pas cette protéine à la surface. Donc, ce qu'ils ont regardé également, c'est quel était l'effet de l'infection par le virus EBV chez ces malades-là. Sur des cellules lymphocytaires B, quand vous infectez des B par le virus EBV, il n'y a pas de modification de l'expression de cette protéine TACI. Ce qu'ils ont regardé ensuite, c'est, on parle de lymphoprolifération EBV, ils ont regardé leurs différentes lignées tumorales de leucémie ou de lymphome, et ils ont essayé de regarder si ces lignées exprimaient cette protéine d'intérêt, et ils ont identifié 2 lignées, une lignée de leucémie, une lignée de lymphome B EBV, qui exprimait fortement la protéine TACI. Donc ils ont utilisé cette lignée comme modèle cellulaire pour le reste de leur expérimentation. Donc ce qu'il faut savoir sur la protéine TACI, c'est que naturellement, physiologiquement, elle existe sous 2 isoformes, une forme longue, une forme courte, avec pour seule différence en région N-terminale la présence d'un domaine riche en cystine. Et ils ont regardé déjà quel était l'effet de la délétion de l'exon 2 sur l'expression de ces 2 isoformes à la surface de ces cellules tumorales. Quand vous délétez l'exon 2 du gène codant pour cette protéine TACI, vous augmentez la proportion de forme courte par rapport à la forme longue. Regardez ensuite, c'est de voir plus en aval ce qui se passait au niveau de voies de signalisation. Et quand vous délétez l'exon 2 de ce gène codant pour la protéine TACI, vous activez plusieurs voies de signalisation, somme toute assez classiques, que ce soit le NF-κB, les Jun kinases ou celle des MAP kinases. En regardant maintenant quel était l'effet au niveau du virus EBV, ils ont repris le même modèle cellulaire, et quand vous délétez l'exon 2, vous avez non seulement une augmentation de la réplication virale dans les cellules et dans le surnageant cellulaire, mais également vous avez une augmentation de l'expression de protéines qui sont exprimées très précocement dans le cycle lytique, ce qui suggérerait que cette perte de l'exon 2 était associée à une activation du cycle lytique viral, à une prolifération du virus. Je ne vous l'ai pas dit en introduction, mais la protéine TACI, c'est une protéine transmembranaire qui peut avoir plusieurs ligands, et parmi ces ligands, il y en a un que vous connaissez peut-être déjà, c'est le ligand BAF. Et donc ils ont regardé quel était l'effet de ce ligand BAF sur le TACI et sur ces cellules tumorales mutées. Déjà, quand vous exposez ces cellules tumorales mutées à du BAF, vous diminuez l'expression du TACI à la surface. Vous avez une down-régulation de cette protéine quand vous l'exposez au BAF. Et par contre, quand vous délétez l'exon 2 sur ces lignées tumorales, vous perdez cet effet de down-régulation du BAF. Ils ont regardé quel était l'effet de BAF sur le virus, l'infection par le virus EBV sur ces lignées tumorales. Quand vous avez des lignées B infectées que vous exposez à du BAF, vous diminuez la réplication virale et vous diminuez l'expression de protéines du cycle lytique viral, de protéines de la phase très précoce du cycle lytique viral. Et cet effet est aussi perdu quand vous délétez l'exon 2 sur le gène qui code pour la protéine TACI. Enfin, plus en aval, ils ont essayé de regarder certains facteurs de transcription d'intérêt, notamment des facteurs de transcription qui auraient été étudiés dans les lymphoproliférations EBV. Ils en ont identifié un qui semblait effectivement qui était up-régulé en cas de délétion de l'exon 2, c'était le facteur de transcription XBP1. Et ils ont utilisé des ARN interférents pour faire du silencing, soit sur le TACI, soit sur XBP1, soit sur les deux, et de regarder quel était l'effet sur la réplication virale. Quand vous faites du silencing sur XBP1 ou sur la protéine TACI ou sur les deux, vous induisez une diminution de la réplication virale.
c'est beaucoup d'expérimentation pour pouvoir essayer de démembrer un peu cette physiopathologie. Pour l'instant, c'est assez descriptif. Les liens ne sont pas encore très bien établis entre les différentes expérimentations qu'ils ont faites, mais c'est un travail qui est préliminaire et qui permettrait éventuellement d'identifier des cibles thérapeutiques dans le futur pour des pathologies qui sont de très mauvais pronostics, hein, comme dans les CAEBV. Et je vous remercie de votre attention pour cette partie sur les déficits immunitaires. Merci beaucoup, Romain. Je ne sais pas si Capucine Picard est toujours là. Sinon, il y a David Boutboul qui partage un mimétisme capillaire avec son élève. Bon, Capucine est désolée, elle a dû partir. Donc, elle m'a demandé de commenter ces deux trucs. Le premier sur l'ADA et la thérapie génique, c'est vraiment encourageant. Avec des données qui sont tant sur le plan de l'efficacité que la safety, qui sont quand même très encourageantes. Et meilleur que ce qu'on avait pu avoir sur gamma C. Et probablement, ça vient aussi des constructs qui sont pas les mêmes, premièrement. Après, effectivement, il y a un problème de disponibilité, parce que l'antivirus n'est plus disponible. Et les équipes européennes qui travaillent là-dessus utilisent un rétrovirus. Donc, on n'a pas exactement les données sur ce rétrovirus-là. Donc, c'est très bien sur le papier, mais on n'a pas encore... Enfin, ce truc n'est pas disponible. Et la deuxième chose, c'est pour beaucoup de médecins adultes, et moi n'étant pas pédiatre, il y a des déficits hétérozygotes en ADA, qui sont parfois révélés par des corticothérapies où des malades développent une lymphopénie très importante. Donc peut-être qu'il y a aussi une place pour ces déficits hétérozygotes en ADA. Bon. Voilà, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est sur l'histoire des lymphoproles BV et de TACI. Alors TACI, c'est un vieil ami des gens qui font du déficit immunitaire de l'adulte, parce que dans Nature Genetics, en 2005, on nous avait vendu TACI comme causal de 15% des déficits immunitaires comme invariable, des mutations hétérozygotes, sans ségrégation familiale, sans analyse de la prévalence dans la population générale. Donc là, ça s'est un peu amélioré, je trouve, parce qu'on sait que ce sont des mutations rares. Mais la base de données que tu cites, c'est une base de données qui s'appelle GenomeAD, où en fait, ce sont des génomes plutôt caucasiens prévalents. Donc il faudrait vraiment voir, parce que c'est un papier asiatique, d'après ce que j'ai compris, si c'est exactement la même prévalence. Et la deuxième chose, on est un peu étonné de ça, c'est que le phénotype de perte de fonction de TACI, c'était, avec des données in vitro un peu robustes, un déficit B, une apoptose DB, enfin un défaut de survie. Et là, mais peut-être pour une vraie raison moléculaire, ça active la survie et ça active des voies de signalisation. Première chose. Deuxième chose, c'est que quand même là-dedans, il y a des CAEBV. Et donc, c'est des malades qui ont des lymphoproliférations NK et T. Et TACI est exprimé sur les B. Donc, en dehors de l'aspect moléculaire, il y a aussi un travail pour essayer de comprendre comment ces anomalies sur les lymphocytes B peuvent expliquer ces proliférations T. Alors, peut-être qu'il y a des échanges de membranes, il y a des anomalies comme ça. Donc, j'ai un peu plus de réserve sur le deuxième, mais c'est assez intéressant de voir que peut-être en fonction des mutations, il y a des effets différents sur les cellules. Question totalement naïve, mais pour le déficit en MADA, par rapport à l'allogreffe, c'est quoi le bénéfice à faire de la thérapie génique? On les greffe pas, c'est... Oui, il n'y a pas de GVH, mais bon. Okay. Oui, s'il n'y a pas de donneur. Oui. Question sur le deuxième papier là, qui est super intéressant, comme tu as bien souligné les limites. Pour le mécanisme de CAEBV, c'est peut-être de la trogocytose avec ça, comme ça a été montré pour le récepteur qui passe aussi. Voilà, ouais. Mais la deuxième chose que j'ai du mal à comprendre, c'est que ce qu'il dit, c'est que cette mutation, en fait, elle entraîne un cycle lytique de l'EBV. Et dans ces prolifs là qu'ils ont décrites là, chez ces patients, ils étaient en forme latente ou en forme lytique, l'EBV? Parce que s'ils sont lytiques, en fait, le traitement, on l'a trouvé. Ils se mettent un antiviral, tu mets de la cyclovir, ou du genciclovir plutôt, on va les guérir. On ne sait pas ce qui se passe. Enfin, on n'arrive pas, il faut les mettre en cycle. Dans ces mutations-là, parce que si j'ai bien compris, leur hypothèse, c'est que TACI qui est muté, c'est peut-être pas une perte de fonction, mais peut-être que c'est une activation, je ne sais pas, l'exon 2, qu'est-ce qu'il fait dans le truc, parce que tu as une hyperactivation des mapkinases, une kinase, ERK, le cycle latent qui passe en lytique dans ces patients, peut-être à cause de cette mutation. Et est-ce que chez les patients qui avaient ces mutations-là, ils ont de l'EBV qui est latent ou qui est lytique? Parce que normalement, ils devraient être lytiques. Et s'ils sont lytiques, le traitement, parce qu'ils expriment en général la TK du virus, tu balances de la cyclovir ou du genciclovir et on va les guérir, quoi.